L'assassinat de Christophe Lejar est l'une des affaires les plus sordides que la France ait connues. Mort d'une balle à l'arrière du crâne alors qu'il se rendait au travail, il aura fallu des années pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Installez-vous bien confortablement car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les faits se passent en 2010, dans un petit village calme et paisible proche d'Avignon. Un matin d'automne, Christophe Lejar part de chez ses parents, mais quelque chose de très étrange l'attend au bout de l'allée. Il voit au loin la voiture de son père, Christophe, portière ouverte et moteur en marche, alors qu'il est censé être parti au travail depuis plus d'1 heure. Il s'approche et découvre le corps de Christophe Lejar, étendu à côté de son véhicule dans une mare de sang. Il rentre très vite donner l'alerte à sa mère, Roselyne Pinchot, afin qu'elle prévienne les secours. Impossible de le réanimer, Christophe Lejar est mort avec un impact de balle à l'arrière du crâne. Les gendarmes arrivent très rapidement sur les lieux et après avoir interrogé la famille ainsi que les voisins, ils concluent qu'il s'agit sans doute d'un guet-apens. Un détail n'est pas passé inaperçu, la barrière de la propriété, qui est toujours normalement ouverte, était comme par hasard fermée ce jour-là. Christophe Lejar a donc été obligé de sortir de son véhicule pour l'ouvrir et c'est à ce moment précis qu'il a dû être tué. Par qui? Pourquoi? Vous allez voir que les questions ne font que commencer et que cette histoire est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. L'autopsie du corps révèle de nombreux plombs autour de la plaie. La mort est due au tir d'une cartouche de chasse calibre 12. Sur les lieux, l'enquête commence. Un mégot de cigarette est retrouvé, mais personne ne fume chez les Lejar. Les enquêteurs analysent l'ADN, mais il est malheureusement inconnu des services de police. Des voisins disent qu'ils ont vu une moto garée proche de la propriété, ce qui est étrange puisqu'aucun membre de la famille n'en a. À ce stade, les enquêteurs n'ont qu'une piste, celle du travail. Roselyne Pinchot, la veuve de Christophe Lejar, leur a dit que ça devait arriver. Apparemment, son mari avait l'habitude de se servir dans les caisses de son entreprise, d'employer illégalement du personnel, ou encore de payer des dessous de table. Les enquêteurs se penchent sur la comptabilité de la société, mais ils ne voient pas l'ombre d'une magouille. Christophe Lejar est très honnête sur le plan financier. Mais alors, pourquoi a-t-elle dit ça? Ça donne un peu l'impression que Roselyne Pinchot essaie un peu de les balader là, non? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que de l'extérieur, Christophe Lejar et Roselyne Pinchot formaient un couple sans histoire, très apprécié dans leur village. Roselyne était infirmière de nuit et avait déjà 2 enfants lorsqu'ils se sont rencontrés. Ça n'a pas fait peur à Christophe qui avait justement des envies de famille. Lui qui avait fait quelques travaux dans le BTP n'a pas énormément d'argent à ce moment-là, mais il rêve d'un quotidien dans le sud de la France, au soleil. C'est donc grâce aux économies de Roselyne qu'ils arrivent à déménager et à acheter un grand mât en Provence que Christophe va entièrement retaper. Quelques années plus tard, ils ont quelques soucis de famille car Arnaud, l'un des fils de Roselyne, n'accepte pas son beau-père et a la sensation qu'on lui vole sa maman. À 8-9 ans, Roselyne l'envoie vivre chez son père. Les enquêteurs vont d'ailleurs aller vers cette piste, mais Arnaud était en Normandie au moment du meurtre, donc ça ne colle pas. Il se retrouve donc dans une impasse, jusqu'à ce qu'un témoignage fasse tout basculer. Alors que Christophe est mort il y a maintenant quelques jours, une femme se présente spontanément à la gendarmerie. Il s'agit de Liliane Berger. Elle explique être la maîtresse de Christophe Lejar depuis 6 mois. Ils se connaissaient plus jeunes et se sont retrouvés via Facebook et sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Selon elle, il envisageait même le divorce. Problème, Roselyne Pinchot n'a jamais évoqué ses envies de séparation lors des différents interrogatoires. Il n'en faut pas plus pour que les gendarmes aient de sérieux doutes à son égard. Ils en ont encore davantage quand Maryse, la sœur de Christophe Lejar, vient témoigner d'éléments troublants. Elle explique aux enquêteurs qu'elle a trouvé l'attitude de Roselyne très étrange lors des obsèques. Elle se montrait souriante, elle n'a pas pris la peine d'acheter des fleurs, elle a même glissé après la messe « Je vais devoir payer l'impôt sur la fortune à cause de ces conneries ». Pire, elle aurait dit que Christophe se serait suicidé d'une balle dans la nuque avec son fusil de chasse. Sauf que c'est totalement incohérent. L'enquête montre dès le départ que ce n'est pas possible. Elle affirme aussi que Roselyne est au courant des envies de divorce de son frère. Elle a même récupéré les 30 000 € présents sur leur PEL lorsqu'elle l'a appris. Elle dit également que Christophe Lejar avait peur d'être empoisonné. Il ne buvait plus que l'eau du robinet et achetait sa propre nourriture pour éviter de manger ce que sa femme lui cuisinait. Elle ajoute que son frère avait prévu de quitter la maison le week-end
suivant le jour de son assassinat. Là, tout s'accélère. Roselyne Pinchot devient clairement le suspect numéro 1. D'autres témoignages sont tout autant effrayants. Le visage de Roselyne Pinchot se révèle peu à peu et c'est une femme qui a la langue bien pendue, voire même la menace facile. À l'annonce du divorce, elle aurait confié à des proches « C'est pas ce connard qui va tout me faire perdre. C'était une merde quand je l'ai trouvé. Et maintenant qu'il est patron, il veut se barrer avec tout. » Il ne réclame pourtant que la moitié de leurs biens. Mais Roselyne a l'air très attachée à l'argent, c'est limite maladif chez elle. Elle va toujours faire le marché en fin de matinée pour négocier les prix, elle compte scrupuleusement les bouteilles de vin de la cave pour être sûre que personne ne les prend, elle règle la mutuelle avec le compte de son mari, mais encaisse les remboursements sur le sien. Pour Roselyne, un sou est un sou. Et le divorce lui fait tellement peur niveau trésorerie qu'elle va jusqu'à confier « Je préfère le tuer que de partager avec lui, vaut mieux être veuve que divorcée ». Quand une police d'assurance qui ignore la mort de Christophe Lejard lui envoie un courrier pour impayé, elle répond « Il est mort, décédé, crevé, flingué et enterré. Il mange les pissenlits par la racine. Maintenant, si vous voulez me faire payer, allez le voir au cimetière où vous pourrez les lui réclamer. » C'est un peu violent quand même, non? De nouveau interrogée, c'est une toute autre version que donne Roselyne Pinchot. La maîtresse de son mari, pas au courant. Le divorce, c'est vrai, mais l'initiative venait d'elle. Tous ces éléments sont vérifiés rapidement par les enquêteurs, notamment grâce aux échanges de mails, et c'est sans appel. Roselyne Pinchot ne dit pas la vérité. Elle était parfaitement au courant de la liaison avec Liliane Berger, et le divorce était réellement d'actualité. Maintenant, c'est sûr, si Roselyne ment autant, c'est qu'elle est forcément liée à l'assassinat. Ok, elle n'a pas pu donner le coup de feu puisqu'elle était dans la maison à ce moment-là, mais ce détail ne l'innocente pas. Ça prouve simplement qu'elle a un complice et les enquêteurs sont bien décidés à trouver de qui il s'agit. Les gendarmes passent en revue tous les proches du couple et prélèvent leur ADN. Pendant 1 an, ils ne trouvent absolument rien. C'est un désert d'indices total. Jusqu'au jour où il remonte à un certain Christopher Munch, un artisan de 26 ans qui a effectué des travaux chez le couple il y a quelques mois. C'est son ADN qui est présent sur les lieux du crime. Il est immédiatement placé en garde à vue. Selon lui, son ADN est présent parce qu'il s'est rendu là-bas pour travailler dans la propriété. Ça ne marche pas. Les traces n'auraient jamais supporté les changements de température entre l'été et l'hiver. Il a tenté, c'est pas passé. Et il voit bien qu'il n'a plus aucune échappatoire. Donc il finit par très vite craquer. Il explique avoir été payé 15 000 € par Roselyne Pinchot, mais seulement pour fermer la fameuse barrière. Placée en garde à vue à son tour, Roselyne craque aussi. Elle a payé Christopher Munch, mais c'était bien pour tuer son mari. Là, on dit que l'affaire est conclue et qu'on tient nos coupables. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs remarquent que les deux ne se sont pas contactés par téléphone une seule fois. Impossible d'organiser un tel scénario sans communiquer. Il y a donc un intermédiaire et une troisième personne impliquée. Vous imaginez, cette enquête est en train de prendre un drôle de tournant. Les gendarmes trouvent rapidement de qui il s'agit et ils ont été très malins sur ce coup. Alors que Christopher Munch est en détention provisoire, ils font en sorte qu'il réussisse à se procurer un téléphone dans sa prison qu'ils mettent bien évidemment directement sur écoute. Munch, qui n'a rien vu venir, contacte rapidement un ami et un échange va particulièrement attirer l'attention. Munch dit « Il y a un avocat. Il est allé voir le dossier et il est revenu me voir et ta mère, elle me charge à mort. Ta mère a commandité, toi t'as recruté et moi j'ai exécuté. » C'est Arnaud au bout du fil. Vous le remettez? Le fameux beau-fils qui ne s'entendait pas du tout avec Christophe Lejard. Mais comment Roselyne a-t-elle pu mêler son fils à son plan machiavélique? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et vous allez voir que Roselyne est encore plus tordue que ce que les précédents témoignages ont montré. Auditionné de nouveau, Arnaud ne peut pas nier qu'il a servi d'intermédiaire. Il explique toutefois avoir été piégée par sa mère. Lorsqu'elle a appris que Christophe voulait divorcer, elle n'a fait qu'appeler son fils. Elle lui racontait des horreurs sur Christophe, disant qu'il l'avait maltraité quand il était petit, qu'il lui donnait des fessées avec des orties ou qu'il l'enfermait dans l'enclos avec les cochons. Chaque appel téléphonique finissait en pleurs et Arnaud en était ravagé. En plus de ça, elle lui a fait croire pendant des mois qu'elle était en danger et que Christophe était violent envers elle, qu'elle avait très peur de mourir, qu'elle avait besoin de son aide pour être sauvée. Tout ça n'en fait qu'amplifier le mépris d'Arnaud pour son beau-père. Lui, qui avait le sentiment d'avoir perdu sa mère en étant petit, a vu ici l'opportunité de la retrouver. Quand sa mère lui a proposé la somme de 10 000 €, puis 15 000 € pour trouver un tueur, il a cherché. Et c'est Munch, son ami de toujours, son frère de sang, comme il l'appelle, qui lui a proposé de le faire. Il n'en pouvait plus de voir son meilleur
meilleur ami si triste après chaque appel. Il a voulu l'aider. Arnaud avoue alors avoir acheté la moto ayant servi à Munch pour se rendre chez les Lejar depuis la Normandie. C'est aussi lui qui a acheté le fusil et la cartouche qui ont tué Christophe Lejar. Il a également dressé un plan de la propriété pour aider Munch à se placer au bon endroit. Il a demandé à son ami de ne surtout pas prendre son téléphone portable pour éviter qu'il ne borne pendant son voyage. Il a aussi préparé tout un itinéraire de la Normandie jusqu'en Provence pour éviter les autoroutes, pour ne laisser aucune trace de son passage au péage qui sont source de preuves entre les paiements et les caméras. Malgré toute cette organisation bien rodée, il sera démontré par les enquêteurs que Munch a commis 2 erreurs. Il s'est fait flasher par un radar pour excès de vitesse à l'aller et sur le trajet du retour, il s'est arrêté acheter un café avec sa carte bancaire, sans parler de l'ADN laissé sur place. Bon, il n'a pas été très malin. Après, ça prouve bien qu'on ne s'improvise pas tueur à gages. Tous les 3 seront envoyés devant la cour d'assises et le jugement confirme que Roselyne Pinchot est bien au cœur de toute cette manigance. D'ailleurs, fait rarissime, elle obtient une peine plus importante que le tueur. Elle écopera de 25 ans de prison pour complicité d'assassinat, tandis que Munch, qui a porté le tir, sera lui condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Christophe Lejar. Quant à Arnaud, l'entremetteur, il sera condamné à 15 ans de prison pour complicité. Alors que cette vidéo aurait pu s'arrêter là, avec 3 coupables formellement identifiés et jugés, Roselyne n'en a pas fini avec cette histoire. Sa détention l'a fait cogiter et elle cultive un sentiment de colère à cause des erreurs commises par Munch. Pour elle, c'est à cause de lui qu'elle en est là et elle est prête à tout pour se venger. Qu'a-t-elle encore pu manigancer? Vous allez le savoir tout de suite. À sa sortie de prison, Sylvie Colomer, la codétenue de Roselyne, se rend au commissariat. Elle explique que Roselyne lui a proposé un contrat. En échange de 15 000 €, elle devait tuer Munch. Le plan est une fois de plus bien rodé. Elle doit lui rendre visite au parloir et l'empoisonner. Sylvie a préféré la dénoncer plutôt que de commettre ça. On pourrait croire que ça part d'un bon sentiment. Ce serait une fois de plus bien trop simple. Et s'il y a quelque chose à retenir avec cette histoire, c'est que rien n'est facile avec Roselyne. Vous vous en doutez, ce qui se cache là-dessous est une nouvelle fois de plus très sombre. Les enquêteurs sont surpris de voir cette fameuse Sylvie se pavaner dans les rues avec des voitures de sport luxueuses. Ils se sont donc penchés sur ses comptes et ont compris que Roselyne Pinchot, toujours très proche de son argent, était prête à tout pour le récupérer. On pourrait croire que ça part d'un bon sentiment, n'est-ce pas? Ce serait une nouvelle fois bien trop simple. Et s'il y a bien quelque chose à retenir avec cette histoire, c'est que rien n'est facile avec Roselyne. Vous vous en doutez, ce qui se cache là-dessous est une nouvelle fois très sombre. Les enquêteurs sont surpris de voir cette fameuse Sylvie se pavaner dans les rues avec des voitures de sport luxueuses. Ils se sont donc penchés sur ses comptes et ont compris que Roselyne Pinchot, toujours très proche de son argent, était prête à tout pour le récupérer. Elle avait organisé en direct de la prison une nouvelle arnaque. Son but, devenir officiellement insolvable pour priver les parties civiles de tout dédommagement. Elle a donc transféré tout son patrimoine, soit 315 000 € à sa codétenue qui devait lui rembourser la somme de 300 € par mois pendant 66 ans. En dénonçant ses envies de vengeance sur Munch, Sylvie faisait tout pour que Roselyne soit condamnée le plus sévèrement possible et qu'elle n'ait jamais à lui rembourser ce qu'elle lui doit. Aujourd'hui, Roselyne Pinchot, également connue sous le nom de la Veuve Noire, est toujours en prison et continue de purger sa peine. Certains diront que c'est une femme vénale qui n'a plus de sentiments ni d'état d'âme quand il y a de l'argent en jeu. Son avocat, lui, présentera une femme qui a tout donné pour son mari, qui a sacrifié sa vie professionnelle pour lui et qui n'a pas accepté l'échec de le voir partir. Quoi qu'il en soit, Roselyne Pinchot n'est pas prête de sortir. Et qui sait, nous aurons peut-être encore un rebondissement si un nouveau plan machiavélique lui vient de son tête. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? On attend votre avis dans les commentaires et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain dossier sensible.